Je vais passer la parole. Alors, Muriel Gage, qui connaît bien Étienne Klein et qui donc se propose de parler un peu de Monsieur Klein, que vous avez probablement écouté sur diverses radios, en particulier sur France Culture, sur des émissions sur France Culture. Voilà, et que je remercie vivement parce que vraiment on est très heureux de l'accueillir ici, et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre sa communication sur toute l'académie ce matin, et qu'il a bien voulu accepter. Oui, bonjour à tous. J'ai beaucoup de plaisir à accueillir Étienne Klein ici aujourd'hui. Michel Robert a déjà dit beaucoup de choses, monsieur le recteur également, donc rappeler qu'effectivement il est au CEA en charge d'un laboratoire qui s'appelle le LARCIM. C'est le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Alors c'est un laboratoire un peu spécifique, avec une insertion au CEA, qui est une institution quand même particulière. Les travaux qui sont menés au sein du CEA sont des travaux dont on pourrait dire qu'ils examinent les insertions philosophiques sur des travaux scientifiques, par exemple le LHC, les nanotechnologies. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, Étienne, là-dessus ? Les énergies noires. Donc il me semble typiquement ici que les travaux qui sont menés dans ce laboratoire-là ont des choses à dire, à montrer. Et typiquement, les orientations que nous menons aussi au sein de cette université, par exemple les travaux que nous menons dans le cadre de nos questions épistémologiques, je pense au master que nous avons, Histoire, Philosophie, Didactique des sciences par exemple, ce sont des travaux que nous menons dans cette université. Alors, en termes de présenter Étienne, ça serait dire un certain nombre de choses sur ses ouvrages, et il a commis énormément d'ouvrages, en cours trop d'ouvrages, je ne sais pas, alors il est spécialiste du temps, ça vous le savez. Par exemple, les tactiques de Chronos, par exemple, le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Discours sur l'origine de l'univers, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de collègues de cet ouvrage. Et alors un livre dont il me semble qu'il faudrait qu'on l'ait tous lu ici, Pourquoi je suis devenu chercheur scientifique ? Il me semble là que nos élèves, par exemple nos étudiants, auraient fort à voir sur ce parcours qui a mené Étienne vers cette profession de chercheur. Alors pourquoi la science ? C'est une grande question. Alors c'est pourquoi en deux mots. On aurait pu penser à un pourquoi la science en un seul mot, mais là c'est pourquoi la science. Et au fond, j'aurais tendance à ajouter pourquoi un enseignement des sciences ? Ça c'est une question que je pose souvent à mes étudiants de master, futurs enseignants de physique, et je leur dis, à votre avis, pourquoi à un moment donné, dans l'histoire des institutions, eh bien, on a décidé qu'il fallait enseigner les sciences physiques au lycée. Et là, j'avoue que j'ai pas beaucoup de réponses. C'est comme ça. Mais à un moment donné, on peut aussi, alors je leur pose aussi la question, mais pourquoi pensez-vous qu'on a, sur un temps fondateur de l'école, intégré les sciences à l'école primaire, par exemple ? Et là, encore une fois, les choses ne semblent pas claires du tout pour les étudiants. Pas pour les enseignants, mais pour les étudiants. Donc il me semble que ces questions-là interrogent, mais vraiment profondément, la question des enjeux associés, aujourd'hui encore plus particulièrement, à l'enseignement des sciences. Donc qu'est-ce que c'est que la science aujourd'hui ? Quelles sont ses pratiques ? Comment la science est-elle insérée dans nos sociétés, particulièrement aujourd'hui, je crois, la question d'importance. Qu'est-ce que la société renvoie sur ce qu'est la science aujourd'hui ? Il me semble qu'on ne peut pas économiser cette question, en particulier quand on s'intéresse à la question de la désaffection des étudiants pour les études scientifiques. Donc, qu'est-ce que la science ? Pourquoi la science ? Eh bien, Étienne, je te livre cette chose-là. Et je te remercie de ta venue. Bonjour à tous. Je voulais remercier Madame Lisambert et Muriel Gage pour leur invitation. Je les remercie tout en étant embarrassé parce que je viens de comprendre en écoutant Muriel ce qui est attendu de moi et ce qui n'était pas tout à fait clair dans mon esprit. Donc je vais faire de mon mieux et essayer de répondre à cette question abyssale
impossible à régler complètement, qui est la question pourquoi la science, pourquoi de l'enseignement de la physique dans les lycées. Ça ressemble un peu à la question de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. C'est-à-dire c'est vraiment une question métaphysique. C'est-à-dire c'est pas avec des arguments qui viennent de la physique qu'on peut répondre à cette question. Et donc répondre à la question de la place de la physique dans l'enseignement, c'est une question métaphysique, ou au moins politique. Alors je vais commencer simplement en vous montrant une chose que vous savez sans doute déjà, comment les rapports entre la science et la société évoluent aujourd'hui, au sens où le rapport que ma génération avait avec la science dans les années, disons, 80, est très différent du rapport que j'observe chez mes étudiants vis-à-vis de la science. Il s'est passé quelque chose en 30 ans qu'il est intéressant d'analyser. Et plutôt que de partir dans un propos vraiment philosophique ou sociologique, je vais commencer par une remarque et deux petites anecdotes qui vont montrer comment les choses se sont modifiées progressivement. La remarque, elle concerne le dicton « on n'arrête pas le progrès ». Et j'observe que son sens s'est retourné en une génération. Ce qui montre qu'on est en train de prendre nos distances avec l'esprit des Lumières. Lorsque j'étais jeune, et je précise que c'était bien après les Lumières, il y avait quelque chose de joyeux dans ce « on n'arrête pas le progrès ». C'était une salutation enthousiaste adressée au futur qui semblait moralement interdire qu'on puisse souhaiter stopper la marche du progrès. On n'arrête pas le progrès, ça veut dire il ne serait pas bien de songer à l'arrêter. Ce serait moralement condamnable. Or aujourd'hui, on n'arrête pas le progrès signifie plutôt qu'il n'est dans le pouvoir d'aucun humain de l'arrêter, comme si le progrès s'était émancipé de nos propres désirs et échappait à toute maîtrise. Et donc ça dit, parce que j'ai fait un sondage auprès de mes étudiants, pour eux, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire qu'il est impossible de l'arrêter. Même si on pourrait tenter, en certains endroits, de le stopper. Donc il y a ce retournement qui interroge. Et les deux anecdotes sont les suivantes. La première, c'est la lecture d'une interview dans le TGV, de TGV Magazine, qui est une excellente revue. Et je prends souvent le TGV, donc je connais bien ce magazine, dont je regrette que la fréquence de publication ne soit pas suffisante. Et on peut lire plusieurs fois le même. Et donc, c'est une interview de Jean Rochefort, le comédien, qu'on interrogeait à propos de l'engouement croissant des jeunes pour le métier d'acteur. Il paraît en effet que les cours de théâtre refusent du monde aujourd'hui. Et la réponse de Jean Rochefort a été la suivante. Aujourd'hui, dans les familles bourgeoises, si un garçon veut faire centrale, son père lui dit « Non, mon fils, tu feras le cours Florent ». Bon. Et là, ça montre aussi que quelque chose s'est passé. Et enfin, la deuxième anecdote, c'était ce matin, dans mon hôtel, au petit déjeuner, traînait un magazine sur la table, un magazine de 7 semaines. Et en une de la couverture, on lisait ceci, « Climat, le réchauffement, c'est pour quand ?» Et ça montre la pénétration de ce que j'appelle le populisme scientifique. C'est-à-dire, en fait, c'est un argument de Claude Allègre qui est repris par Le Figaro Magazine, qui laisse entendre de façon subliminale que puisqu'il a fait mauvais à Paris et un peu dans toute la France ces 2 derniers mois, c'est le signe qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Raisonnement absolument absurde. D'accord ? Parce que l'atmosphère terrestre, ce n'est pas la France. C'est un peu comme si on confondait une mesure ponctuelle avec une valeur moyenne. C'est-à-dire quelqu'un qui va penser que les climatologues se trompent au motif qu'il a fait mauvais à Paris, doivent être des gens qui, lorsqu'ils voient revenir leur fils du lycée avec un 2/20 en mathématiques, alors que d'habitude il a 15, vont imaginer que le niveau général du lycée s'est effondré. Voilà, c'est ça le raisonnement. Plutôt que de penser que leur fils a pris une tôle, ils vont imaginer que le niveau général en mathématiques, peut-être du lycée, peut-être de toute la France, s'est effondré. Et si s'est effondré en France, il a dû s'effondrer dans le monde entier. Voilà, donc, voilà, le populisme scientifique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on utilise des arguments de bon sens pour critiquer le discours des scientifiques, alors que, comme vous le savez bien, la science moderne, celle qui commence avec Galilée pour ce qui est de la physique, elle commence par lutter et même contredire
le bon sens. Et j'y reviendrai par quelques exemples. Et donc le climat général me semble être celui d'une ambivalence nouvelle des relations entre la science et la société. Et plutôt que de l'analyser longuement, je vais essayer de la caractériser d'une façon simple. Il me semble que cette ambivalence, elle vient du fait que dans sa conception idéalisée, c'est-à-dire la science vécue ou pensée comme une démarche de connaissance particulière, qui permet d'avoir des résultats qu'aucune autre démarche de connaissance ne peut obtenir. Par exemple, sur l'âge de l'univers, la science a établi des choses qu'aucune autre démarche de connaissance n'avait pu établir. Même si la notion d'âge de l'univers est une notion très compliquée. Quand on dit l'univers à 13,7 milliards d'années, ce n'est pas un temps newtonien qui s'est écoulé. Ce qu'on appelle l'âge de l'univers, c'est la durée maximale qu'a pu éprouver un observateur qui, à sa montre, a chronométré la durée de l'expansion, un observateur qui était présent dans l'univers primordial, qui est présent aujourd'hui, à sa montre. Le temps maximal qu'il a pu mesurer, c'est 13,8 milliards d'années. Un autre observateur en déplacement par rapport à lui verra une autre durée. Donc la notion d'âge de l'univers, c'est une notion compliquée. Néanmoins, les physiciens ont été capables, en moins d'un siècle, d'étayer ce résultat d'une façon très spectaculaire. Donc cette science idéalisée, elle continue d'être le socle officiel de la société, qui a remplacé l'ancien socle qui était religieux. Je ne veux pas dire par là que nous sommes gouvernés par la science. Ça se verrait au gouvernement si c'était le cas. Mais nous sommes gouvernés au nom de quelque chose qui a à voir avec la science. C'est-à-dire au nom d'une forme d'objectivité qui se réfère à l'objectivité scientifique. Il y a des évaluations, il y a des experts à tous les étages. Il y a la notion d'objectivité qui s'impose dans l'élaboration des normes, des jugements, parfois des lois. Et ça vient du fait que la science continue d'être le socle sur lequel nous nous appuyons. Pour le voir, il suffit de regarder ce qui est écrit sur les paquets de cigarettes. Sur les paquets de cigarettes, il est écrit « Fumez-tu ». Bon, je passe sur le fait que c'est un discours complètement schizophrène, puisqu'on propose aux gens des choses qui vont les tuer. Donc c'est une sorte de geste compliqué, à la fois pour celui qui vend le paquet et pour celui qui l'achète. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on avait demandé à un ministre de la Santé au XVIIe siècle qu'on aurait averti des dangers du tabac, une mesure qu'il pourrait prendre pour réduire les effets négatifs, qu'aurait-il écrit sur les paquets de cigarettes? Pas « fumez-tu ». Il aurait écrit « fumer déplaît à Dieu », ou bien « fumer est un péché mortel », ou bien « fumer compromet le salut de votre âme ». Ce qui veut bien dire qu'un discours scientifique qui porte sur la santé du corps a remplacé un discours théologique qui portait sur le salut de l'âme. C'est ça que je veux dire quand je dis que la science est le socle officiel de la société. Et il y a qu'à voir aussi comment nous jugeons les sociétés qui, du point de vue de leur avancement technologique et scientifique, sont en retard, entre guillemets, par rapport à nous. Nous estimons qu'elles sont en retard par rapport à l'histoire. Et donc c'est le développement scientifique qui est l'instance par laquelle nous jugeons des vitesses relatives des différentes sociétés. Mais l'ambivalence dont je parle vient du fait qu'il y a un pendant à ce que je viens de dire, qui est que dans sa réalité pratique, comme ça a été dit tout à l'heure, la science est critiquée comme jamais, elle est marginalisée et elle est victime de toutes sortes d'attaques, parfois politiques, parfois philosophiques, j'y reviendrai, qui changent complètement son statut. Alors, on peut voir 4 symptômes faciles à énumérer. Le premier qui a été cité, la désaffection des étudiants pour les études scientifiques. Bon, moi je tique un peu sur le mot désaffection, c'est le mot officiel, mais désaffection sous-entend qu'il s'agirait d'une affaire d'affect. Est-ce que c'est vraiment une affaire d'affect? Est-ce que les étudiants, les lycéens, les collégiens aiment moins la science que par le passé? J'en suis pas sûr, c'est pas une histoire d'affect, me semble-t-il, c'est le rapport qu'ils ont avec elle qui s'est modifié, mais sans que l'affectivité soit forcément le moteur principal. En tout cas, l'OCDE a fait une enquête très longue, elle a duré je crois 10 ans, qui aboutit à un rapport que vous pourrez consulter sur le site de l'OCDE, publié en 2005, sur ce phénomène, qui est
et c'est ça le point important, qui est le même dans tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que la baisse du nombre d'inscrits dans les filières académiques s'observe en Allemagne, en Italie, au Canada, même si ça a été une petite exception, le Canada, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, au Japon, etc. Bon. Cela dit, cette désaffection, elle concerne les filières académiques. Elle concerne aussi la philosophie, les lettres classiques, etc., au profit de filières plus professionnalisantes. Donc ce qui est en crise, c'est moins l'affection pour la science que l'affection pour l'académique. Ça, c'est la première remarque. Les causes sont difficiles à analyser, elles sont certainement très nombreuses. Par exemple, dans le rapport de l'OCDE, ils disent qu'une des causes, c'est pas la principale, mais elle a sans doute joué dans certains pays, c'est l'augmentation des divorces. Et oui, cette augmentation fait que le nombre d'enfants qui sont élevés par leur mère seule augmente. Or, c'est plutôt le père qui porte la figure symbolique de la science et de la technique. Bon. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, cette explication, mais je la répète, ça ne veut pas dire que je la partage. C'est peut-être aussi une façon de dire qu'on est un peu à la rue pour expliquer ce phénomène. Bon. L'autre chose qui personnellement m'affecte davantage, c'est le fait que la science est l'objet d'une méconnaissance effective. Alors même que les efforts déployés pour partager leurs connaissances, depuis, disons, une vingtaine d'années, sont inédits dans l'histoire. Jamais les scientifiques n'ont autant fait d'efforts pour entrer en contact avec le public, pour lui parler, etc. Ce qui a d'ailleurs peut-être créé une cacophonie qui fait que le message scientifique est complètement perdu. Mais il y a eu des efforts énormes. Quand j'étais lycéen, il n'y avait pas de livre de vulgarisation. Le premier, c'était celui d'Hubert Reeves, Patience dans l'azur, qui a été publié en 1976. Il n'y avait rien d'autre. Très peu de magazines, à part Science et Vie, qui était un magazine assez délirant. En tout cas, pas du tout pédagogique, plutôt délirant. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses. Mais quand vous interrogez les Français pour leur poser la question de savoir si la radioactivité peut être naturelle ou artificielle, eh bien, le nombre de Français qui pensent que la radioactivité est toujours artificielle augmente au cours du temps. Et d'ailleurs, le pic, c'était après l'anniversaire du centenaire, où on avait donné 4000 conférences dans toute la France pour expliquer la radioactivité. Donc, il y a un truc qui est à réfléchir sur la pédagogie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Mes étudiants, qui vont être diplômés à la fin de l'année de l'école centrale, diplôme d'ingénieur, ne connaissent pas la relativité. Alors que dans ma génération, si on nous avait supprimé le cours de relativité, mais on mettait le feu au bâtiment de la direction. On se battait pour ça. D'ailleurs, on allait voir les profs pour revendiquer des cours. On veut un cours sur l'expérience d'aspect, sur l'inséparabilité qui venait de se produire. On veut comprendre ça. On allait voir les profs et on leur passait des commandes. Aujourd'hui, l'expérience d'aspect, c'est une curiosité. Le fait que ça corresponde à une découverte philosophique négative de premier ordre, bof. Donc il y a quand même quelque chose, là encore, qui s'est produit et qui mérite qu'on s'y intéresse un petit peu. Enfin, il y a des critiques, je le dis, philosophiques, politiques. Je n'ai pas le temps d'y revenir, j'en citerai simplement une. Une des critiques qu'on adresse à la science, c'est le relativisme. L'idée que la science est une construction sociale qui s'est imposée non pas parce qu'elle a un rapport avec la vérité qui serait plus grand que les autres démarches de connaissance, mais elle se serait imposée par des arguments d'autorité. Vous avez remarqué d'ailleurs que tous les climato-sceptiques, pendant cette controverse absurde de l'année dernière, disaient la même chose. La science, c'est le doute. La science, c'est le doute. Ah bon ? Ah bon, le matin, quand on se lève, il faudrait encore douter du fait que la Terre est ronde. Je rappelle qu'on a découvert que la Terre était ronde avant de voir qu'elle était ronde. D'accord ? On a découvert qu'elle était ronde par des arguments scientifiques.
sans pouvoir les prouver par une vue directe. La première fois qu'on a une vue directe, c'est le premier vol habité dans un satellite. Bon, on n'avait jamais vu que la Terre était ronde. Alors il faudrait douter de ça. Je suis absolument opposé à ça. Je pense qu'il y a des questions qui sont tranchées. Le fait que la question de l'existence de l'atome a été posée pendant 2000 ans a été tranchée quand on a découvert l'atome. Et la meilleure preuve, d'ailleurs, que la science n'est pas intégralement une construction sociale, c'est que l'atome que nous avons découvert n'est pas du tout l'atome que nous avions pensé. Autrement dit, l'atome de la physique d'aujourd'hui n'a aucune des propriétés que les Grecs lui attribuaient. Ça veut dire que quelque chose qui ne vient pas de nous s'est imposé à nous, qui nous a obligés à modifier nos modèles de l'atome. L'atome de la physique quantique, d'abord on ne peut pas le dessiner, comme vous savez, et il n'a été préalablement pensé par personne. Ensuite, si vous adhérez à ces thèses, vous êtes obligé de considérer que si nous avons aujourd'hui des lasers, c'est par une succession de miracles, d'initiatives personnelles, qui ont abouti à ce qu'un jour, miraculeusement, on arrive à fabriquer un dispositif qui produit la lumière cohérente. Je vous rappelle qu'il y a certaines thèses vraiment relativistes qui disent que la physique en dit davantage sur les physiciens que sur la nature. Et c'est leur libido furieuse par laquelle ils désiraient avoir de la lumière cohérente qui a abouti au laser. Je pense qu'il est métaphysiquement plus économique de penser que si on a des lasers, c'est parce que Planck, Einstein et quelques autres ont compris 2-3 bricoles sur les interactions entre la lumière et la matière. C'est-à-dire le fait de considérer que la physique, non pas décrit le réel, mais entre en contact avec une certaine réalité physique, me paraît être un argument plus simple pour expliquer l'efficacité qu'ont aujourd'hui les instruments technologiques qui sont conçus à partir des lois physiques. Personne ne sait comment marche un téléphone portable. Moi, mes étudiants, ingénieurs, ne le savent pas. Ce qui veut dire qu'ils ont, vis-à-vis de ces instruments très pratiques d'usage, un rapport magique. Comme nous tous. Personne n'est capable de dire comment marche un téléphone portable dans la promotion dont j'ai la charge, sauf les 2 gars qui ont fait un stage chez Thomson. Et encore. Les autres l'ignorent tout à fait. Est-ce que ça émet des ondes? Est-ce que ça en reçoit? Je tape sur le clavier quelques lettres. Quelques fractions de secondes plus tard, quelqu'un qui est en Australie reçoit mon texte. Comment ça s'est passé? Comment le message a-t-il été vectorisé dans l'espace? Personne ne le sait. Alors sans doute savent-ils qu'il y a une explication scientifique. C'est en cela que leur rapport à l'objet n'est pas complètement magique. Mais la nouveauté radicale, c'est qu'ils se sentent complètement dédouanés de l'obligation d'apprendre les rudiments de cette technique au motif que le fait de les connaître n'est pas utile. Et c'est le même argument qui fait qu'on va estimer que même si on est ingénieur en 2013, on n'a pas besoin de connaître la relativité. Parce que ça ne sert à rien de la connaître. Et si un jour on avait besoin de la connaître, on irait sur Wikipédia. D'accord ? C'est ça la mentalité. Le directeur de l'école a dit à la promotion qui vient d'entrer, messieurs, mesdames, messieurs, nous arrivons à l'école centrale. Vous devez comprendre une chose. Ce qu'on attendra de vous plus tard, ça n'est pas d'être compétent, c'est d'être à l'aise. À l'aise. À l'aise. Vous pouvez circuler dans les savoirs au gré de vos besoins. Et il dit ça devant les profs qui sont au premier rang, qui tout d'un coup se demandent ce qu'ils font là. Donc vous voyez, ce relativisme, on pourrait il y a un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams qui a écrit un très beau livre là-dessus qui s'appelle Vérité et Véracité, dans lequel il explique que finalement les sociétés postmodernes comme la nôtre sont parcourues par 2 courants de pensée qui normalement devraient s'annihiler l'un l'autre,
mais qui en réalité se fécondent mutuellement. Premier courant de pensée, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nos sociétés ne veulent pas être dupes des discours officiels. Et donc, derrière un discours qui nous est présenté, surtout s'il est consensuel, surtout s'il est dit par certaines élites, on voudra connaître les fondements cachés qui expliquent pourquoi c'est ce discours qui est connu. Et donc, derrière les discours, on cherche les motivations. Et si les discours sont absolument unanimes, on va considérer qu'il y a peut-être un complot là derrière. Les climatologues sont d'accord, ils sont d'accord entre eux. Ça, c'est vraiment louche, ça. Il doit y avoir une raison profonde qui les a conduits à leur conclusion. Donc il y a un complot et on va essayer de le trouver. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce désir de véracité, qui est parfaitement légitime en démocratie, s'accompagne d'un déni de vérité. C'est-à-dire, on en vient à douter que la vérité existe. Et pourquoi les deux courants cohabitent et se renforcent? C'est tout simplement que le désir de véracité installe dans la société un processus critique qui, petit à petit, vient défaire l'idée qu'il y aurait des vérités assurées. D'accord ? Et donc, ça devrait se contredire, parce que si on veut de la véracité, et s'il n'y a pas de vérité, au nom de quoi veut-on la véracité ? Donc c'est des liens compliqués, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est pour vous montrer que, par exemple, moi étant au CEA, j'ai tout loisir pour parler du temps. Quand je parle des géométries non commutatives ou de la théorie des supercordes, personne ne vient m'embêter sur le fait que j'appartiens au CEA. Par contre, si je parle de radioactivité, je parle de radioactivité alpha, bêta, gamma, qui sont quand même des trucs assez bien connus, on me dit, maintenant vous êtes au CEA, donc vous n'êtes pas légitime pour parler de ça. Bon. Il y a un débat national sur l'énergie. Le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est-à-dire on a 2-3 compétences sur l'énergie. Mais on ne peut pas en parler parce qu'on est partie prenante. Mais du coup, qui parle? J'ai assisté à un débat, sans montrer que j'étais au CEA, et j'ai entendu des énormités physiques. C'est-à-dire des gens qui parlent de trucs qui sont impossibles. Par exemple, des gens qui parlent de production d'énergie. Des gens qui parlent de production d'énergie. Il y en a même qui parlent de consommation d'énergie. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un consommer de l'énergie? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un produire de l'énergie? Jamais, jamais. Personne n'a jamais produit d'énergie. Par contre, on produit de l'entropie. Ah, mais on ne peut pas parler d'entropie, c'est une notion compliquée. Et donc, l'argument, c'est que pour être compris, il faut dire des choses fausses. Je ne sais pas où on va avec cette stratégie. Bon. Alors, pour finir, et donner un exemple peut-être concret, pourquoi la physique? Parce que pourquoi la science, c'est trop compliqué pour moi. Je vais vous dire pourquoi la physique. Je pense qu'il faut méditer l'histoire de Galilée. Galilée, c'est vraiment une rupture de la pensée occidentale, même si on peut l'insérer dans une continuité historique. Ça a été fait par des historiens, je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand même, Galilée, c'est quelqu'un qui fait un truc complètement fou en 1632, quand il écrit que la nature est écrite en langage mathématique. En fait, il est en train de dire que pour comprendre la nature, il faut écrire des équations. C'est pas comme ça qu'il le dit. Lui, il pense plutôt à la géométrie plutôt qu'à l'algèbre, mais enfin, on est en train de comprendre que les lois physiques s'expriment sous forme mathématique. Bon. C'est une idée folle. Quand vous regardez la nature autour de vous, d'où peut vous venir l'idée que les mathématiques gèrent toutes ces propriétés qu'ont les choses, qui sont perpétuellement changeantes? Et l'idée de Galilée, c'est que l'apparence des choses, la couleur des objets, la beauté des ciels d'avril, comme il dit, etc., sont des propriétés que nous ne pourrons jamais saisir. Par contre, pour ce qui est de l'essence des choses, alors il y a un langage particulier qui va nous être utile
qui est le langage mathématique, qu'on ne peut pas déduire de la lecture des livres déjà écrits, qu'on ne peut pas déduire de l'observation du monde, qu'on obtient en allant les chercher par une dialectique incessante entre la théorisation et l'expérimentation dans des conditions particulières. C'est une idée folle, mais c'est une idée qui va devenir féconde, surtout à partir de Newton et toute la suite, et qui aujourd'hui a une fécondité extraordinaire, puisque, comme vous le savez, les mathématiques en physique sont devenues un treuil ontologique. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup d'étudiants qui pensent que les mathématiques, ça sert à faire une sténographie du monde. On dit le monde et ses régularités dans un langage économique. Une équation, c'est bref, mais ça dit beaucoup de choses. Et donc il y a une sorte d'économie du langage qui est obtenue grâce aux mathématiques. Mais ce n'est pas du tout ça le truc. Par des arguments mathématiques, on a pu prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques qu'on n'avait jamais vus. Les quarks, l'antimatière, le boson de Higgs. Et il faut méditer ça. Il faut méditer ça. Comment est-ce qu'on a pu prédire l'existence du boson de Higgs, qui est une particule décrite par un champ scalaire, on n'a jamais vu ça. Comment on a pu faire ça? Et constamment revenir à Galilée. Parce que Alexandre Coiré, un grand philosophe des sciences, a écrit cette phrase sur laquelle je voudrais terminer en vous montrant comment on est resté près de cette phrase. Il dit, le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel empirique, par l'impossible. On peut expliquer le réel par des lois physiques qui disent exactement le contraire de ce qu'on observe. Voilà une phrase qui vient flinguer tous les discours empiristes. On observe le monde, on en déduit des lois. Non, 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 non. Toutes les lois physiques qu'on déduit de l'observation du monde sont fausses. Pour le dire en une phrase, la physique d'Aristote est intégralement fausse. Voilà. Alors maintenant, en elle-même, elle est cohérente, mais elle est fausse. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est la chute des corps. Le deuxième, c'est le boson de Higgs. La chute des corps. Ça fait bien longtemps que les gens font tomber des corps, plus ou moins massifs. Et assez vite, ils se sont rendus compte que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Donc la loi de la chute des corps dans Aristote, c'est les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est une loi empiriquement vérifiée tous les jours, enseignée pendant des siècles. Jusqu'au moment où un type se demande, non pas si elle est conforme aux observations, il se demande si elle est vraie. Ce qui est une autre question. Et ce monsieur, c'est Galilée. Évidemment, il n'est pas monté au sommet de la tour de Pise. Il y a eu mon fils, quand il a passé son bac il y a 2 ans, a eu la chute des corps au point, et on parlait de l'expérience de la tour de Pise. Vous imaginez Galilée, au sommet de la tour de Pise, a lancé des boules de pétanque et des balles de tennis, pour reprendre l'exemple d'un ministre toujours le même. Bon. Vous imaginez Galilée qui prend ses boules de pétanque et ses balles de tennis, et il convoque tous les sorbonnards de l'époque, qui étaient aristotéliciens. Il fait tomber boule de pétanque, balle de tennis, et en bas, 54 mètres plus bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la boule de pétanque touche le sol avant la balle de tennis. Hein? Et les aristotéliciens, ils disaient, bon, vous l'avez bien dit. D'accord? Donc, faire l'expérience dite de Galilée, d'ailleurs, je suis allé à Pise, et j'ai eu le bonheur de voir que depuis 2004, dans les guides de la ville de Pise, ils ont supprimé le petit dessin représentant Galilée. Parce que cette expérience n'a jamais existé. C'est une rétrodiction positiviste d'un élève de Galilée qui a utilisé cet exemple pour convaincre, par un argument empirique, que la loi de Galilée était la bonne. Mais Galilée n'a jamais fait cette expérience. Il n'a aucune trace dans ses écrits. Il n'y a même aucun témoin de cette expérience. Par contre, il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui en physique une expérience de pensée. C'est-à-dire, il s'est dit, imaginons qu'Aristote ait raison, et tirons-en les conséquences dans certaines situations. Donc je prends un verre, je prends une bouteille d'eau. D'après Aristote, la bouteille va tomber plus vite que le verre d'eau, le verre
le gobelet, et si je fais une expérience, c'est bien ça que je vais voir. Mais l'expérience de pensée consiste à imaginer ce qui se passerait si Aristote avait raison, si je mettais une ficelle entre la bouteille d'eau et le gobelet. Ce faisant, je fais un système qui est plus lourd que la bouteille d'eau, puisqu'il y a le poids du gobelet en plus. Et donc, si je laisse tomber l'ensemble, il va tomber plus vite que le gobelet. Mais en même temps, pendant la chute, le gobelet qui tombe moins vite va tendre la corde. Il va faire parachute. Et donc, l'ensemble va tomber moins vite que la bouteille d'eau, toute seule. À partir de la même loi, j'aboutis à deux conclusions contradictoires. Okay. C'est ça qu'écrit Galilée. Il suffit de le lire. Comme personne ne le lit, évidemment, on raconte la tour de Pise. Mais les vraies expériences, c'est ça. Qu'en déduit Galilée? Qu'il n'y a qu'une seule façon de résoudre le paradoxe, c'est d'imaginer que tous les objets tombent à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Ça veut dire que les lois physiques ne sont pas déductibles des phénomènes, elles sont cachées dans les phénomènes. Évidemment, on lui tombe dessus en lui disant « mais ta loi est contradictoire avec l'observation ». Et lui dit « mais c'est l'observation qu'il faut réinterpréter. Quand vous faites tomber des objets, il y a la gravité qui les fait tous tomber à la même vitesse, et puis il y a la résistance de l'air qui crée, et c'est seulement elle qui crée une différence de vitesse entre la bouteille et le gobelet. » Expliquer le réel par l'impossible. Toutes les lois physiques sont impossibles. Au sens où quand vous entendez leur énoncé pour la première fois, elles vous semblent absurdes. Et je regrette que l'enseignement n'insiste pas assez sur cet étonnement. Je vous donne un exemple. On m'a appris, moi, le principe d'inertie comme étant quelque chose qui relevait du sens physique. Et comme je ne comprenais pas, on me disait que je manquais de sens physique. Un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Okay. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu des mouvements inertiels? Et d'ailleurs, un corps qui n'est soumis à aucune force, ça existe? Et la gravitation? Je vous signale que c'est en réfléchissant sur le principe d'inertie qu'Einstein a élaboré la théorie de la relativité générale. Et donc, cessons de dire qu'il y a des évidences comme ça, des principes qui s'imposeraient par l'exercice seul de l'entendement. Tous sont une conquête effrénée qui a pris des siècles. Le principe d'inertie qu'énonce Galilée, c'est une conquête incroyable. C'est-à-dire, vous invoquez l'idéal d'un mouvement que vous n'observez pas pour expliquer les mouvements que vous observez. Vous expliquez le réel empirique, les mouvements s'amortissent, par l'impossible, par un mouvement qui ne s'amortit pas. Et donc les lois physiques ont un statut très particulier, non seulement parce qu'elles sont mathématiques, elles sont exprimées sous forme mathématique, mais aussi parce qu'elles contredisent l'observation. La chute des corps, d'ailleurs, c'est l'anagramme de hors du spectacle. C'est les mêmes lettres. La loi de la chute des corps, on ne peut jamais la voir. Et de même qu'on avait compris que la Terre était ronde avant de faire des voyages en satellite, on avait compris que tous les corps tombent à la même vitesse avant de pouvoir les faire tomber dans le vide. Donc on a eu la loi bien avant d'avoir l'expérience. C'est ça qu'il faut méditer. Et je disais que j'allais terminer avec le boson de Higgs, parce que le boson de Higgs et Galilée, c'est la même histoire. Je vous la fais brièvement. Dans les années 60 du XXe siècle, les physiciens des particules on commence à élaborer une théorie qui s'appelle le modèle standard. Et l'idée, c'est d'associer à chacune des interactions fondamentales, on exclut la gravitation qui est un peu à part et qui est négligeable de toute façon pour les particules élémentaires, on associe à chacune des interactions fondamentales un groupe de symétrie mathématique. Dans le cadre de ce qu'en physique quantique on appelle les théories de jauge, peu importe. On fait une sorte de bijection entre interaction fondamentale et groupe de symétrie. Par exemple, le groupe de symétrie associé à l'électromagnétisme, c'est le groupe formé par les nombres complexes de module 1, les trucs exponentiels I alpha. Et à partir du moment où vous dites que c'est ce groupe-là et pas un autre,
qui est associé à l'électromagnétisme, le formalisme de la mécanique quantique vous donne les équations de Maxwell. Incroyable. La donnée du groupe détermine la structure de l'interaction. Et vous avez même mieux que les équations de Maxwell, vous avez les équations de Maxwell dans leur formulation quantique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique. Un groupe bien choisi vous donne tout. Tout est déduit du groupe. Et le miracle, c'est qu'on a pu faire la même chose pour les interactions nucléaires. Interactions nucléaires faibles, fortes, il y en a deux, avec deux groupes de symétrie qui sont les matrices 2,2 spéciales unitaires, les matrices 3,3 spéciales unitaires, peu importe. Ça a marché. Et c'est la description à l'identique de ces trois interactions, à chaque fois par un groupe de symétrie spécifique, qui a donné le modèle standard. On met en service des accélérateurs de particules, on fait des collisions à haute énergie, et ce modèle standard rend compte de tous les résultats expérimentaux. Vous voyez, on découvre l'interaction nucléaire dans les années 30. Dans les années 60, on a une théorie de l'interaction nucléaire qui est en accord parfait avec les données expérimentales. Je ne sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle les gens ont travaillé et la puissance conceptuelle qui a été associée à cette démarche. Mais en 64, on fait une expérience de pensée comme Galilée. On se dit, que se passerait-il pour la masse des particules élémentaires si le modèle standard avait raison? Et là, on découvre un truc étonnant, c'est que si le modèle standard de la physique des particules est juste, les particules élémentaires doivent toutes avoir une masse nulle. C'est la conclusion. Or, l'électron n'a pas une masse nulle. À l'époque, on ne connaissait pas les quarks, mais on connaissait le proton et le neutron, dont on pensait qu'ils étaient élémentaires. Et ils n'avaient manifestement pas une masse nulle. Et donc, il y avait une contradiction entre les lois physiques connues et les mesures. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une contradiction entre les lois physiques et les mesures? On dit que la théorie est fausse. Hein, en physique, les faits, c'est premier. Il y a eu un sujet de bac d'ailleurs intéressant en philo qui était « Peut-on avoir raison contre les faits ?» Il fallait répondre non. Et d'ailleurs, la plupart des élèves ont parlé de l'affaire DSK, dont je n'ai pas bien compris le lien avec... C'est ce que m'ont dit mes collègues profs de philo qui ont corrigé des copies sur DSK, alors que le sujet était peu... Bon, bref. Je parle de DSK parce que la découverte du boson de Higgs a été annoncée le 4 juillet 2012, et pendant une journée, on a pu parler dans les médias du boson de Higgs. Le lendemain, ce n'était plus possible. L'affaire DSK a repris tous ses droits. Donc, j'en étais où? Je ne sais plus. Mais, voilà. Et donc, les gens disent, donc le modèle standard, il a l'air de marcher, mais il a une contradiction interne qui oblige à trouver d'autres voies. Et beaucoup de physiciens vont essayer d'écrire les interactions autrement que par des théories de jauge, en disant on s'est trompé, on fait rien. Mais il y en a trois physiciens qui disent, en 64, souvenons-nous de Galilée. Le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Et ils font le pari que les équations du modèle standard sont justes. Que donc les particules élémentaires n'ont pas de masse. Ce qui, évidemment, les oblige à réinterroger le concept de masse. Et à se demander si, depuis Newton, nous pensons bien le concept de masse. Comment est-ce qu'on le pense depuis Newton? En disant que la masse est une propriété intrinsèque des objets physiques. Un électron possède sa masse. Pareil pour un quark. C'est une propriété intrinsèque. C'est une propriété, et je le dis de façon redondante, c'est une propriété qu'il possède en propre, c'est-à-dire qui vient de lui-même. Et ces trois physiciens qui s'appellent Higgs, Englert et Brout travaillent ensemble, Higgs travaille dans son coin, ils publient quasiment en même temps le même article. Donc ça fait 2 articles au total, d'une page et demie de calcul, de théorie des champs, dans lequel ils imaginent que la masse n'est pas une propriété des objets, mais une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide. Voilà. Renversement conceptuel. On change l'interprétation des mesures. La masse n'est pas une propriété des particules élémentaires, c'est une propriété qui résulte de leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide.
Qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Un champ quantique, qu'on appelle le champ de Higgs, qui a la propriété d'être scalaire, c'est-à-dire il est décrit par un nombre réel, comme une température, et il est homogène et uniforme. C'est un champ, le plus bête qui soit, champ scalaire, qui a la même valeur en tout point de l'espace-temps. D'accord ? Et l'idée, c'est que les particules n'ont pas de masse, mais elles interagissent avec ce champ. Et si elles n'interagissent pas, ou peu, eh bien, elles iront à la vitesse de la lumière, et nous dirons qu'elles ont une masse nulle. Si au contraire elles interagissent fortement, nous verrons qu'elles vont moins vite que la lumière, et nous dirons qu'elles ont une masse non nulle. Pensez à un champ de neige avec des particules de masse nulle qui ont des skis plus ou moins bien fartés. Les particules qui ont des skis très bien fartés glissent à la vitesse de la lumière, pas de masse. Celles qui ont des skis mal fartés sont freinées dans leur mouvement et elles ont une masse apparente. Okay ? Autrement dit, leur idée, c'est que la masse d'une particule élémentaire, c'est une mesure de la mauvaise qualité du fartage de leur ski. Et ça, c'est 64. Il a fallu 48 ans pour construire le LHC, cet anneau de 27 km à Genève, faire des collisions de protons à haute énergie, et finalement observer par la transformation de l'énergie incidente ou cinétique des particules incidentes. Je peux expliquer comment on a fait. L'idée, c'est que le vide n'est pas vide, il contient des champs quantiques dans leur état fondamental. Il y a des particules qui existent là potentiellement, mais qui n'ont pas assez d'énergie parce que l'univers s'est refroidi pour exister vraiment. Elles n'ont pas leur MC2, si vous voulez. Donc elles sont potentiellement là, mais elles n'ont pas assez d'énergie pour être vraiment là. On appelle ça des particules virtuelles. Des particules qui sont en dehors de leur couche de masse. Et donc l'idée, c'est de faire une collision de protons à haute énergie. L'énergie de la collision va être transférée au vide quantique qui est là, dans un tout petit volume. Les particules endormies vont aspirer l'énergie. Ça va leur donner leur MC2, et même elles vont aspirer encore plus, elles vont aspirer de l'énergie cinétique, et elles vont sortir du vide. Ok ? Elles sortent du vide, et nous on les chope avec des détecteurs. Et parmi ces particules, on a vu le boson de Higgs, c'est-à-dire le quanta du champ en question. En fait, on a fait vivre à l'univers, dans un tout petit volume d'espace-temps, une cure de jouvence. Les lois physiques n'ont pas changé. Ce qui a changé, ce sont les conditions physiques. Et on a recréé dans un petit volume de l'espace-temps les conditions physiques de l'univers primordial, où il y avait des bosons de Higgs en pagaille. Et en répétant ces conditions, comme les lois n'ont pas changé, on voit réapparaître les mêmes phénomènes. Okay ? Et donc vous voyez que le boson de Higgs, ce n'est pas simplement une nouvelle particule, etc., qui a la propriété d'être un nouveau genre de particule décrite par un champ scalaire. C'est une découverte qui nous oblige à changer notre compréhension de ce qu'est la masse. C'est donc une découverte philosophique. C'est-à-dire le lien entre masse, substance et matière est défait. Alors qu'on continue d'enseigner que la matière, la masse, c'est la même chose, etc. Et donc, c'est quelque chose qui doit être enseigné, pas forcément parce que ça sert à quelque chose, mais parce qu'on a là la preuve expérimentale qu'une nouvelle façon de penser des concepts fondamentaux de la physique a permis d'avancer. Oui, je vous ai dit ça sans équation, je peux vous écrire le Lagrangien du modèle standard, etc. Mais je pense que quand on parle de culture scientifique, c'est de ça qu'on doit parler. C'est-à-dire en quoi la démarche scientifique doit nous obliger à changer nos façons automatiques de penser. Après, on peut parler des applications, etc. Évidemment, c'est important. Mais fondamentalement, les physiciens qui sont là-dedans, ce n'est pas les retombées pratiques qui les intéressent, c'est ces questions-là. Imaginez la tension nerveuse qu'il faut déployer pendant 48 ans pour vouloir vérifier cette hypothèse. On a creusé un tunnel de 27 km. C'est pas simple de convaincre les hommes politiques de creuser un tunnel de 27 km. C'est facile quand il y a la guerre froide. Il suffit de dire que les Russes font la même chose. Mais quand il n'y a pas de guerre froide, c'est pas évident. On fait un collier électron-positron, on ne voit rien. On ne voit rien. Pas de boson de Higgs. 10 ans de travail, de collision, pas un boson de Higgs. On dit, mais il doit être plus haute énergie. Et donc, il faut des protons. Allez, on fait le LHC. 4 milliards d'euros. 15 ans de travail. Faire travailler des gens du monde entier, c'est pas évident. Faire des détecteurs de 45 000 tonnes. Une électronique dont on ne sait même pas comment on va pouvoir la faire marcher.
toutes sortes de paris comme ça. Donc il faut quand même interroger la motivation des gens qui sont là, qui viennent de partout. Des gens qui ne veulent pas mourir sans savoir si le besoin existe ou pas. Ils ne veulent pas mourir sans savoir. Après, ils sont prêts à mourir. Mais tant qu'ils... Là, aujourd'hui, ils peuvent mourir, parce qu'on sait maintenant que c'est vraiment le boson qu'on a découvert, celui du modèle standard. On n'a même pas besoin de changer les équations. Oui, c'est une révolution qui ne change rien. C'est quand même rare. Un peu comme François Hollande. Pardon, vous coupez ça. Bon. Donc, vous voyez que c'est la même démarche que Galilée. C'est exactement la même démarche que Galilée. Galilée dit les corps tombent à des vitesses différentes parce qu'ils interagissent différemment avec leur environnement, c'est-à-dire avec la résistance de l'air. Les physiciens d'aujourd'hui disent les particules n'ont pas de masse, mais elles interagissent différemment avec le vide quantique. Et c'est ça qui nous donne l'impression qu'elles ont des masses différentes. D'accord ? Il y a des révolutions conceptuelles qui me semblent devoir être mises au cœur de l'enseignement de la physique, parce que c'est d'elles qu'on tire ensuite des applications. La technologie, ce n'est pas la technique. La technique, elle se développe par elle-même, par des essais, par des erreurs, par de l'expérience. La technologie, en tout cas une part d'entre elles, elle est déduite des principes de la physique. D'accord ? Donc c'est la théorie qui est en amont de la technologie, alors que la technique a une certaine autonomie par rapport à la théorie. Et il me semble que... je ne sais pas si je dois arrêter là, non ? Non. Non, j'ai un dernier message. J'ai un dernier message. Je pense que dans un cours de physique, quel que soit son niveau, que ce soit à la maternelle ou plus tard ou à l'université, on doit de temps en temps se poser la question de savoir ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler ? Vous enseignez les équations de Newton, par exemple, la loi fondamentale de la dynamique. Imaginez que cette équation puisse parler et que vous puissiez lui poser la question pour toi, qu'est-ce que c'est que le temps ? Toi, équation, qu'est-ce que c'est que le temps ? Est-ce que cette équation, d'abord, va comprendre la question ? C'est-à-dire, est-ce que pour elle, le temps est un concept qu'elle a reconnu ? Ou est-ce que c'est du chinois ? Et puis, si elle comprend le mot, est-ce qu'elle va parler du temps ou est-ce qu'elle va l'associer au phénomène temporel, à l'espace, à l'énergie ? Autrement dit, est-ce que pour elle, le temps est une entité autonome ou est-ce que c'est une entité qu'il faut lier à d'autres entités ? Il faut se poser ce genre de questions. Et ce que j'observe, c'est qu'en France, les révolutions scientifiques sont toujours présentées comme des évolutions. C'est-à-dire qu'on les dit à partir des concepts et du vocabulaire de la théorie qu'elles viennent détrôner. Et ça, c'est une catastrophe. Et je le dis parce que j'ai eu le malheur de tomber sur les programmes de la rentrée en classe préparatoire où on vient d'insérer un cours de mécanique quantique. Moi, je suis un ardent militant de l'insertion de la mécanique quantique dans les cours. Mais quand je vois le programme, je préférais qu'on dise aux élèves que la mécanique quantique n'existe plus. C'est-à-dire, on vous présente la mécanique quantique dans le cadre de la mécanique classique. C'est une catastrophe. Par exemple, on vous dit, première page, principe d'incertitude de Heisenberg. On ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Vous avez lu ça déjà ? Vous avez 19 ans, 20 ans, vous lisez cette phrase. Ah bon ? Alors ça veut dire que les particules ont une vitesse et une position bien déterminée, mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître ? Et après, on vous enfile des considérations philosophico, je ne sais pas quoi, sur la limitation de notre pouvoir de connaître à cause de la physique quantique. Il n'y a pas de théorie plus précise que la physique quantique. D'accord ? Donc ce que dit la physique quantique, ce n'est pas qu'une particule a une position et une vitesse bien déterminée. C'est qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule. Donc vous laissez tomber les concepts classiques. Ce n'est pas la peine de pleurer parce qu'on ne peut pas les mesurer. On ne peut pas les mesurer parce qu'ils n'existent plus. C'est un autre message. Autrement dit, la mécanique quantique, c'est une révolution ontologique. Elle change la nature des objets physiques. Ce n'est pas la peine de dire cette nature à partir des concepts qu'elle a remplacés. Ça, je trouve que c'est ravageur, si vous voulez, que notre façon de dire la physique contredise la physique. Un autre exemple qui est terrible, c'est la relativité. On dit la théorie de la relativité restreinte dans le cadre de la physique de Newton.
Donc on prend les mêmes notions, espace-temps, mais on ajoute au temps la notion de vitesse d'écoulement du temps. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une vitesse d'écoulement du temps? Une vitesse, je vous rappelle, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc dire que le temps a une vitesse, ça veut dire que le temps change son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. Ça ne veut rien dire. Et donc on vous dit, c'est dans les textes, on transmet ça aux jeunes. Moi, mes étudiants, c'est la seule chose qu'ils connaissent de la relativité. E égale mc2, ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils connaissent l'autre phrase, la phrase qu'on lit partout. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Vous avez lu ça? La vitesse d'écoulement du temps, déjà, vitesse d'écoulement du temps, je ne sais pas ce que c'est. Alors peut-être qu'il y a des inspecteurs d'académie qui savent ce que c'est, mais moi, je ne sais pas. Okay, j'admets qu'on sache ce que c'est, que je n'ai pas l'intelligence pour accéder à la vitesse d'écoulement du temps. Et comment je comprends la phrase? Je me dis, tiens, dans cette salle, je vais lire un bouquin. Je prends ma montre, je lis le livre, et je vois qu'à ma montre, il s'est écoulé 2 heures. Ensuite, on me propose de partir dans une fusée qui va m'emporter à 150 000 km par seconde, c'est-à-dire la moitié de la vitesse de la lumière. De peur de m'ennuyer, j'emmène un livre de même taille que celui que je viens de lire, et j'emporte ma montre. Donc je me balade par rapport à cette salle à 150 000 km par seconde, et j'ai dans la tête la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. J'en déduis donc que dans ma fusée, il me faudra moins de temps ou plus de temps que dans cette salle pour lire mon livre. D'ailleurs, la phrase ne dit pas s'il y aurait plus de temps ou moins de temps. Je fais l'expérience et je trouve 2 heures. 2 heures. Donc, ce que je vis contredit ce qu'on m'a dit. Alors, vous savez très bien que la théorie de la relativité d'Einstein, elle utilise le principe de relativité de Galilée, mais le formule différemment. Que dit Galilée? Il faut toujours revenir à Galilée. Il dit « le mouvement est comme rien ». Le mouvement, c'est une phrase de Galilée. Le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, tout se passe pour vous et pour les lois physiques autour de vous, comme si vous n'étiez pas en mouvement. Je vous rappelle que c'est ça qui permet les voyages. Imaginez que les lois physiques dans un TGV soient différentes de ce qu'elles sont à la gare, on ne pourrait pas consommer au bar. D'accord ? Non, mais c'est ça. Et donc, c'est vrai en relativité de Galilée, c'est vrai en relativité d'Einstein. La différence, d'accord, c'est que quand je reviendrai de mon petit voyage à la moitié de la vitesse de la lumière, et que je reviendrai dans cette salle, vous serez tous morts. Vous serez tous morts, non pas parce que j'aurai vécu plus longtemps que vous, mais parce que mon temps propre se sera décalé du vôtre. Autrement dit, ce que dit la relativité, ça n'est pas il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur. C'est il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Ce qui n'est pas du tout le même message. Et faites-en l'expérience. Expliquez l'expérience des jumeaux de Langevin à des étudiants en terminale ou à n'importe quel niveau scolaire, en utilisant la vitesse d'écoulement du temps, en disant pour un des jumeaux, là, le temps s'écoule plus vite que pour l'autre. Ça veut dire quoi, le temps s'écoule plus vite? Ça veut dire qu'une seconde dure une demi-seconde Vous expliquez ça, en général, vous allez vous perdre dans les explications, vous allez vous ridiculiser, vous allez ridiculiser la physique, et vous allez envoyer une classe entière en études de droit. Et donc je pense qu'il faut vraiment changer toutes ces phrases par lesquelles on prétend dire les messages de la physique, parce qu'elles sont toutes fausses. C'est quand même inquiétant, ça, que la vulgate, autant, et Muriel le sait bien, autant je suis partisan de la culture scientifique. Mais je ne voudrais pas que la culture scientifique soit une somme de vulgates. Toutes ces vulgates sont fausses. Sur le climat, le réchauffement, ça n'a jamais été de dire que ça va se réchauffer partout. Aucun climatologue n'a jamais dit ça. La relativité, ça n'est pas un relativisme. Au contraire, c'est un absolu. C'est-à-dire que la théorie de la relativité vous dit ce qui ne change pas quand on change de référentiel. Parmi ces choses qui ne changent pas ne figurent ni l'espace ni le temps. Et alors, c'est pas parce que l'espace et le temps changent quand on change de référentiel qu'on doit sombrer dans le relativisme total. Et la physique quantique, c'est pas la dualité onde-corpuscule, qui est le 2e chapitre du cours de prépa qui s'annonce.
avec l'idée qu'il y a des particules, c'est tantôt un corpuscule, tantôt une onde, ça cohabite gentiment, etc. C'est un objet hybride. Non. Particule quantique, elle est décrite par un champ, point barre. D'accord ? C'est-à-dire, il faut enseigner l'histoire des sciences, évidemment, mais il faut aussi enseigner comment l'histoire des sciences a déconstruit la compréhension qu'on avait des découvertes qu'on a faites au moment où on les a faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux ce qu'a été la relativité qu'au moment où Einstein l'a élaboré. Parce qu'à l'époque où il l'a élaboré, évidemment, il a pris le vocabulaire classique. Et c'est aujourd'hui qu'on a vu la rupture qu'il y a entre les concepts modernes et les concepts anciens. Et je pense que le bon enseignement, c'est celui qui joue avec l'histoire de cette façon-là. C'est-à-dire qui ne va pas répéter les phrases de De Broglie, mais qui va peut-être les énoncer pour ensuite montrer comment elles ont été dépassées par de nouvelles compréhensions. Voilà, mais j'ai plus le temps d'en dire plus, donc j'arrête. Merci. Bien, merci beaucoup Étienne pour cette conférence. Pourquoi la science ? Je pense que vous avez des réponses sans doute, mais certainement des questions également. Donc on peut lancer un premier débat par rapport à ce que vient de dire Étienne, et puis après peut-être Nicolas, on pourrait peut-être enchaîner, parce qu'il me semble que les questions qui ont été déjà abordées sont celles finalement qu'on se pose. Il me semble que la question de la culture, la question d'apprendre à penser, la question des compétences dont tu parlais tout à l'heure me semble aussi essentielle. Alors bon, je ne dirais pas le plaisir que j'ai à entendre, et qu'effectivement le développement des questions d'histoire des sciences et d'épistémologie, interroger le statut des méthodes à l'œuvre, et particulièrement dans l'enseignement, ça me semble, à l'heure où on pense à la refondation de l'école, ça me semble, en tout cas pour les sciences, un élément absolument déterminant. Je ne voudrais pas devenir trop sérieuse en disant ça, mais je crois que là, il y a vraiment un nœud qu'on doit interroger, réinterroger, repenser ces éléments-là dans nos pratiques quand on est enseignant. Mais on aura l'occasion, je pense, d'en discuter tout au long de la journée. Ça me semble ça des éléments à la fois qui sont des éléments en prise avec les contenus, qui sont en prise avec les compétences, la méthodologie à l'œuvre, et surtout, me semble-t-il, la question des statuts. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un enseignement de sciences ? De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on vise ? Quels sont les enjeux ? Je crois que ces questions-là sont les questions dont on va débattre aujourd'hui. Mais j'en reviens et je vous laisse la parole. J'imagine que vous avez des questions à poser. Essayez de parler fort, sinon on fera passer un micro. Ça ne sera pas enregistré. Attendez, on vous donne le micro parce que c'est enregistré. C'est juste pour évoquer les rapports de la science avec l'évaluation. Donc mes 3 enfants, moi je suis scientifique, on va dire, mes 3 enfants, l'aîné perdu, fac de droit, la cadette récupérée, sage-femme, et le 3e, je suis content, Polytech, Montpellier. Et je pense qu'il va faire des études scientifiques. Et je pense que tout ça est lié sur cette attraction ou affection vers les sciences, est lié au fait que l'école, dès surtout le collège, se sert des sciences pour évaluer. Et c'est dramatique. Bon, je ne sais pas quoi répondre. D'abord, je ne veux pas que vous preniez ce que je l'ai dit comme une attaque contre les méthodes pédagogiques. Moi, je pense que j'ai une admiration folle pour les professeurs de physique, parce que je pense qu'ils ont un métier beaucoup plus difficile qu'avant, leur discipline a perdu en autorité, et elle est mise en concurrence avec tous les savoirs qui viennent d'ailleurs. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'enseigner dans ce contexte-là. Nous, on allait en cours de physique comme on va à la messe. Un prof qui nous parlait d'Einstein, c'était quasiment Einstein lui-même. Aujourd'hui, c'est ce que dit Jean Rochefort, c'est pas du tout ces figures-là qui attirent. Maintenant, je ne sais pas comment sont évalués les élèves. Moi, je pense qu'il faut quand même en passer par l'évaluation, mais peut-être que la façon de noter ou de juger est parfois trop sèche. C'est-à-dire, moi, je me souviens qu'on faisait référence au sens physique, par exemple, et j'ai toujours pas compris ce qu'on appelle le sens physique, à part les notions d'ordre de grandeur qu'on s'est respectées, etc. Mais le sens vraiment physique,
ne peut pas dire que la théorie des cordes relève du sens physique. Imaginez qu'il y a des dimensions supplémentaires d'espace-temps. Bon, autrement dit, les grands génies de la physique n'avaient pas le sens physique. Et ça doit être pris en considération. Moi, sur l'évaluation, si vous voulez, par les temps qui courent, je ferai porter l'effort sur ça a été dit un peu en introduction, sur la langue française. C'est-à-dire, en tant que prof, c'est là que je vois un effondrement. Un effondrement, c'est-à-dire, pour la première fois, j'ai des générations d'élèves, là, j'ai une génération d'élèves qui ne savent plus dire ce qu'ils pensent, quoi. C'est quand même, pas tous, mais il y a quand même, on a évalué ça à 20% d'élèves français, de parents français, qui sont incapables de s'exprimer par écrit. Et c'est nouveau. Mais s'ils sont à l'aise à l'oral, mais ils ne savent pas écrire. Donc ça, c'est vraiment embêtant parce que je pense que ça empêche d'avoir un rapport subtil avec la science, justement. Si vous avez un rapport désinvolte avec le langage, eh bien vous pourrez dire qu'entre ce que je vous ai dit sur la relativité et la phrase par laquelle on la résume, il n'y a pas d'écart. Dire que la vitesse du temps dépend, c'est la même chose que ce que j'ai dit, il y a autant de temps propre que d'observateurs, on dit la même chose. Donc si vous n'êtes pas rigoureux en matière de langage, comment est-ce que vous pourriez être rigoureux intellectuellement ? Oui, si je puis me permettre, puisqu'on parle d'évaluation étant inspectrice, j'allais dire sur l'évaluation, justement, enfin, en science, je crois que c'est aussi des questions qu'on a à se poser, entre l'évaluation qui est sommative, l'évaluation formative ou formatrice, dire finalement qu'est-ce qui sert à l'élève pour comprendre pour savoir ce qu'il a compris, à l'enseignant pour aussi connaître les acquis de l'élève. Je crois que toutes ces évaluations doivent continuer à exister, et elles existent dans les classes. Et avec les compétences qui sont arrivées, justement la question qu'on se pose, et si vous avez lu le plan, justement, c'est d'élargir les compétences et la recherche des compétences aussi au niveau du lycée. Puisque ce qui est important pour l'élève, c'est de savoir ce qu'il sait. Je crois que vous remettiez en place voilà, au niveau des évaluations. Oui, juste pour un mot, il y a un problème avec l'évaluation, c'est que de façon subliminale, l'évaluation sous-entend que le talent d'un élève est le marqueur de sa vocation. Autrement dit, si un élève est bon dans un certain truc, alors il est de sa vocation de le faire. Ça marche dans pas mal de cas, et ça ne marche pas du tout dans beaucoup de cas. D'abord parce qu'il y a des vocations tardives. Ma vocation de physicien, elle est apparue à 20 ans, très tard. Alors qu'avant, j'avais un rapport à la physique qui était... j'avais pas de sens physique. Deuxièmement, parmi mes étudiants, ils sont 400, il y en a beaucoup qui sont en détresse psychologique parce qu'ils savent, enfin ils constatent qu'ils sont là où ils ne veulent pas être. Ils n'ont jamais voulu être là. Et ils ont été portés là par la pression des parents, par je ne sais quoi, etc. Et du coup, on peut avoir une vocation qui ne ressemble pas du tout à ses talents. Giacometti ne savait pas dessiner, etc. Il y a plein d'exemples de gens qui ont des vocations très tardives et qui ne sont pas liés à des talents particuliers, mais qui vont s'exprimer à long terme, sur le long terme, parce qu'il y a toujours un moment où la vocation finit par s'imposer, et il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui, à 50 ans, changent complètement de métier. Et donc, moi, je pense que l'évaluation, elle doit aussi associer la motivation. Et ce n'est pas parce qu'on est nul en physique en seconde qu'on ne sera pas physicien, par exemple. Il ne faut pas inverser la proposition, dire. Mais je connais des cas comme ça de retournement où, par exemple, les excellents élèves, en général, ne sont pas des bons chercheurs. Il faut avoir buté, il faut être obsédé, il faut avoir une forme de motivation qu'on n'a pas forcément. Les chercheurs sont des gens qui, en général, sont monomaniaques et ils ne sont pas très bons dans certaines disciplines. Et donc le bon élève n'est pas forcément celui qui fera de la bonne recherche. Oui, c'est pas... Bien sûr. Non, mais ce que je veux vous dire, justement, je tiens un discours pour défaire les généralités. C'est-à-dire, il y a des contre-exemples,
Là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas inverser ma proposition en disant le fait d'être bon élève, mauvais élève est l'indice qu'on va être un bon chercheur. Je n'ai pas dit ça. Mais bien sûr, mais je n'ai fait que donner des contre-exemples. Je n'énonce pas de généralité, je donne des contre-exemples. Par exemple, le fait qu'au CEA, quand on veut un thésard, on demande les bulletins scolaires des classes primaires, me semble exagéré. Voilà. Voilà, il y a d'abord parce que maintenant on ne trouve plus de personnes qui aient les critères qui marchent tout au long de la carrière scolaire. Et d'autre part parce qu'il peut y avoir des accidents dans la vie qui font qu'on a été mauvais une année, etc. Et donc je trouve que l'évaluation, elle doit aussi essayer de jauger les talents, les compétences, mais les motivations aussi. Voilà, c'est tout. Ben regardez. Oui, mais vous savez comme moi que les plus grandes instances du pays s'interrogent sur le fait que les majors des grandes écoles s'effondrent. Alors pourquoi les majors des grandes écoles font rien? On peut prendre de jeunes aussi, c'est pas effondré. Il n'était pas major. Il était deuxième. À Roche, il était vrai. Pourquoi les deuxièmes réussissent, les troisièmes réussissent, pas les majors? Pourquoi à Roche, il était quatrième, etc. Pourquoi les majors s'effondrent? Moi, le major de mon... Bon, Dejeune, il a été second parce qu'il avait une malencontreuse, Okay, oui. Quelques malencontreuses mais... vis-à-vis du personnel féminin, c'était connu. Mais attendez, on va pas, justement, on va éviter les généralités. Le major de mon DEA, il est parti dans une thèse sur la gravitation quantique et on l'a jamais revu. Bon, il y a... Non mais, si vous voulez... Muriel, tu voulais intervenir? Oui, je voulais faire juste un commentaire. C'est anecdotique, mais je pense que malgré tout, ça a du sens. On parlait tout à l'heure de la place de la maîtrise de la langue. Et alors, dans l'histoire, il y a une grande réforme sur l'enseignement des sciences, sans doute la plus grande réforme qui touche le secondaire, c'est la réforme de 1902, pour laquelle on va faire une insertion, une entrée très forte des sciences expérimentales et des mathématiques au lycée. On dit très bien, il y a des questions économiques, politiques et sociales pour lesquelles la société a besoin effectivement de former des ingénieurs et des scientifiques. Et puis, il faut être en prise avec les questions et la modernité. Au début du XXe siècle, la question de la modernité est extrêmement prégnante dans notre société. Très bien. Quelques années plus tard, on est en 1902, donc dans les années 20, quelqu'un comme Henri Poincaré, par exemple, va commenter l'échec absolu de cette réforme-là. Et la raison qu'il va invoquer, c'est de dire, eh bien, on a échoué, très sincèrement, sur cette réforme et avec ces filières scientifiques. On a échoué parce que dans ces filières-là, on a délaissé la place et l'esprit critique qu'on travaillait quand on travaillait la langue. Et les humanités, c'était la culture, si vous voulez, les humanités, le latin, le grec et la littérature, permettaient ce travail-là de la critique. Et la maîtrise de la langue s'avère absolument indispensable. Et ce n'est pas n'importe qui revient et qui fait ce constat, c'est Henri Poincaré, le mathématicien, philosophe et physicien que vous connaissez. Donc ça me semble être, au-delà de l'anecdote, un élément qu'on doit, je pense, avoir en tête. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Donc moi, finalement, je suis resté, j'ai vraiment apprécié la conférence, je me suis mis au fond. Mais j'avais quand même une réflexion sur les aspects sciences, techniques et technologiques qui ont été évoqués. En me disant que pour parler physique comme tu le fais, c'est toute une vie, donc de compréhension des concepts, de leur abstraction, de leur simplification. À ta gauche, tu as les filières de Polytech qui viennent d'être citées, donc on voit bien, on a les mêmes masters à la fac des sciences, que ce soit dans l'ingénierie ou autre. Or, tous les défis, tous les savoirs sont aux interfaces. Donc je comprends bien ce qui a été dit sur la physique, mais de notre côté, quand je vois tous les défis dans les formations à Bac plus 5 ou au doctorat, eh bien, on va trouver des interactions entre la biologie, la physique, la chimie, la complexité mathématique. À un moment donné, c'est aussi des problèmes d'algorithmique et autres. Donc, on va trouver des domaines où on peut avoir des créatifs très jeunes. Il ne faut pas oublier que le format DivX, que vous connaissez tous, a été inventé dans cette université par un étudiant qui avait 18 ans, qui a failli redoubler sa première année d'IUT parce que
son problème, c'était justement de compresser des données sur le CD de l'époque, 650 mégaoctets. Voilà, donc des créatifs, il peut y en avoir très tôt. Et puis, évidemment, il y a des domaines disciplinaires qui nécessitent, je veux dire, une compréhension très forte. Donc, ma question, c'est face à tous ces défis, donc, et au métier de demain, et à la difficulté d'enseigner l'interdisciplinarité, on peut prendre l'exemple de l'informatique, hein, dans ces concepts algorithmiques, comment tu vois donc la transposition des exemples que tu as pris dans les autres domaines, donc plus proches de la technologie? Alors ça, c'est la question la plus difficile, et je ne vous remercie pas de me l'avoir posée. En fait, moi j'ai fait une petite enquête qui vaut ce qu'elle vaut à Centrale, parce que le nombre d'étudiants qui font des thèses de physique est passé d'une cinquantaine par promo à 0. Et évidemment, la vulgate, c'est de dire ils sont plus intéressés par l'argent, par les carrières dans le management ou même dans la finance, où ils peuvent avoir des salaires monstrueux. Et ça joue sans doute, mais en les interrogeant, je me suis rendu compte que c'était pas ça. La raison principale, me semble-t-il, c'est un complexe d'infériorité. C'est-à-dire, c'est la première génération qui est complètement dépassée par la technique. Et c'est aussi vrai pour la physique. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire de la physique après Einstein? On ne sait déjà pas ce qu'a fait Einstein. Qu'est-ce qu'on va aller faire dans la théorie des cordes? Et donc, c'est un sentiment d'humilité par rapport au savoir qui les conduit à aller vers des métiers plus valorisants où ils sentiront mieux leur utilité. Et le management, la banque, etc., c'est des endroits où un jeune ingénieur peut se sentir assez rapidement utile. Donc, et c'est pareil pour l'innovation. Le maître mot aujourd'hui, c'est l'innovation. On n'ose plus parler de progrès, donc on parle d'innovation. Et vous faites le test suivant. Vous sortez un iPhone 5 et vous demandez à des étudiants ingénieurs, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cet objet? C'est-à-dire, si vous deviez innover à propos de la téléphonie mobile, qu'est-ce que vous feriez? Ils sont secs. Ils n'ont pas d'idée. C'est-à-dire, il y a, je crois, 10 000 applications possibles. Il faut imaginer la 10 001e application de l'iPhone 5. Sachant que personne n'utilise les 5 000 qui existent, ou les 10 000 qui existent. Et donc, je pense qu'on arrive en effet à une saturation, à la fois de la technologie et de la science, où le niveau de complexité apparent est tel que les jeunes estiment que aller en sciences, c'est, par exemple, pour un footballeur, prétendre à 18 ans pouvoir mieux jouer au football que Zidane. Une espèce de pari incroyable. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que plus personne ne domine ce champ, que tout le monde est écrasé, et que chacun se retranche dans sa spécialité. Et c'est ça qui fait qu'on ne pratique plus dans les universités, dans les institutions scientifiques, ce que Bergson appelait la politesse de l'esprit, c'est-à-dire la capacité pour les uns de parler aux autres de ce qu'ils font. Et ça, c'est ça, pour moi, le ressort de cette difficulté que vous évoquez. Quand j'étais plus jeune, aller aux séminaires généraux, c'était une obligation pour tout le monde. Tout le monde y allait, sans même se poser de questions. Il y avait un séminaire généraliste donné en physique par quelqu'un de passage au CEA. Tout le monde allait l'écouter, y compris les chefs. On a maintenu cette tradition des séminaires généraux. Quand le sujet, c'est la physique des particules, on voit dans l'assistance quelques physiciens des particules, mais seulement des physiciens des particules. Si c'est sur le climat, on voit des climatologues, etc. Autrement dit, chacun n'entend plus que sa spécialité. Et cette monoculture me semble intellectuellement répulsive. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie d'aller dans un endroit où les gens ne se parlent pas, où ne se parlent qu'entre spécialistes, où il n'y a pas de vie intellectuelle. Je n'aurais pas envie d'y aller. Et je chercherais des endroits, si c'est la vie intellectuelle qui m'intéresse, où elle est plus perceptible. En clair, je ne saurais pas où aller, quoi.
Bonjour. Vous avez parlé de l'observation et je me demandais si justement par rapport aux sciences, on a parlé de la maîtrise du langage et la maîtrise de l'observation, est-ce que c'est pas aussi au cœur de la formation scientifique et justement de tout ce qu'on peut relativiser aussi par rapport à l'observation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et cette maîtrise-là, est-ce que, notamment, on a parlé des iPhones, des outils virtuels, etc. Et est-ce qu'on n'a pas une perte aussi de connaissance de langage par rapport à tous ces outils? Et justement, de revenir vers l'observation, vers le réel, vers ce que nous, les gens qui travaillent dans l'environnement, on appelle le terrain. Oui. Moi, je ne sais pas quelle est la bonne façon d'enseigner. Ce que je sais, c'est que les cours que je donnais il y a 20 ans, je ne peux plus les faire. Je ne peux plus les faire parce que si je les fais, l'amphi se vide. Donc, ça veut dire que le public a changé, il a d'autres attentes, il a sans doute une difficulté de concentration supérieure. Moi, j'interdis les ordinateurs en cours, sinon ils sont tous en train d'envoyer leur mail. Michel Serres pense que quand un élève sort son ordinateur en cours, c'est qu'il est en train de regarder sur Wikipédia le thème du cours, et du coup, il en sait plus que le prof, du coup, il n'écoute plus le cours. Je pense que Michel Serres n'a pas mis les pieds dans un amphithéâtre depuis très longtemps. Donc, ce que je veux dire, c'est que les transparents, l'introduction des transparents dans les cours, ça a été la première catastrophe. Parce que les transparents, d'une part, annoncent ce qui va être dit, d'autre part, créent une rupture dans le lien que le prof a avec les élèves. Il y a une sorte de médiation qui empêche qu'on comprenne ce qui est dit, puisque le cerveau humain n'a pas acquis les capacités de lire en même temps qu'il entend. Quand vous lisez quelque chose, c'est vrai pour le PowerPoint a fortiori, quand vous lisez quelque chose, ça vous rend sourd, et quand vous écoutez quelqu'un, vous ne pouvez pas lire. C'est comme ça, peut-être qu'on va s'adapter, mais ça va prendre un certain temps, et pour l'instant, ça a été mesuré, vous le savez, le taux de transmission d'un cours qui est donné avec un suivi rigoureux du PowerPoint est nul. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une séduction pendant le cours, mais aucune restitution possible ultérieure. Donc pour ce qui me concerne, j'en suis revenu aux vieilles méthodes, la craie, et j'écris les équations au tableau, parce que la craie, elle crée un point de fixation qui vient recueillir la concentration ou ce qu'il en reste, et d'autre part, elle n'annonce pas ce qui va être dit. Et donc il y a toujours un effet de surprise qui est attendu et qui fait qu'on arrive à garder les élèves. Et donc la solution que j'ai pour l'instant, ça a l'air de bien marcher, c'est la craie, les équations, je les écris au tableau et je n'ai pas de notes. Si vous commencez à lire des notes, c'est terminé. Alors que mes profs lisaient des notes. Alors on ne peut plus lire de notes parce qu'ils ont un rapport à l'image, au rythme aussi, qui est complètement différent. Et évidemment, ça change aussi la nature de ce qu'on enseigne. En 85, je faisais un cours tous les ans, 86-87, c'était le calcul de la section efficace de production du Z0 au LEP, dans les théorèmes de Feynman. C'était un calcul d'1 heure et demie, qui faisait plusieurs dizaines de mètres de longueur, mais qui donne, une fois qu'on l'avait fait, on comprenait les théorèmes de Feynman en mécanique quantique, on savait calculer des amplitudes de probabilité pour des processus physiques quelconques. Donc, une fois qu'on avait fait ce calcul, et les élèves étaient scotchés. Ils notaient, ils posaient des questions, parce qu'ils avaient l'impression qu'au bout, il y aurait un résultat cosmologique. Production du Z0, c'est quand même pas rien. Alors qu'aujourd'hui, ce type de calcul les laisse complètement indifférents. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a plus personne dans les jeunes générations ne lit de façon linéaire. Ce serait peut-être abusif, et en plus, je n'ai pas de preuves, mais je pense que la science, elle a à voir avec la linéarité du livre. C'est-à-dire, on avance, on a une difficulté, eh bien, il faut la passer. Il faut revenir, tenter plusieurs fois, et c'est une fois qu'on a enfin compris qu'on peut continuer. Mais aujourd'hui, les pages Internet font cohabiter du texte, des images, des films, etc. Et dès qu'on a une difficulté, on va ailleurs. On part. Et donc, le travail d'insistance qui fait qu'on a des joies intellectuelles. Une joie intellectuelle, c'est ce qui se produit quand, après avoir beaucoup ramé, on comprend.
Les jeux intellectuels sur Internet sont beaucoup plus difficiles parce que dès qu'il y a une difficulté, on l'esquive plutôt qu'on l'affronte. Et je pense qu'on perd quelque chose qui fait que, même c'est vrai même pour moi, j'ai du mal à lire des livres aujourd'hui. Je vois la page dans son extension spatiale et je guette les endroits qui pourront m'intéresser, mais je ne fais plus de lecture linéaire. Et ça, je trouve ça grave, quoi, pour moi. Voilà, bonjour. Guillaume Le Bâtard, donc du collège François Mitterrand de Toulouse, à côté de Perpignan. D'abord, je voulais dire, je vous adore. Quand je vous écoute, j'ai l'impression d'être intelligent. Il va falloir que je vous écoute tous les matins maintenant. Ça, c'était pour la crème. Voilà. Alors maintenant, voilà, je voulais revenir un petit peu sur finalement votre idée principale, c'est-à-dire expliquer la vérité à partir de l'impossible. Et là, justement, je trouve que ça commence à être un peu compliqué pour ma réalité quotidienne, puisque, bon, quand j'enseigne donc les sciences physiques dans mon collège, on leur donne du matériel, ils font des montages, ils adorent ça, je vois la lumière briller dans leurs yeux, c'est merveilleux. On commence à faire des mesures, ça aussi, ça passe à peu près correctement. Et puis après, on essaye de mathématiser un peu les choses, découvrir les livres de la nature. Alors pour moi, j'ai toujours l'impression de découvrir le Saint Graal quand je fais ça. C'est merveilleux pour moi. Mais quand je vois le regard de mes élèves, j'ai un peu l'impression de leur passer des chiffres et des lettres, alors qu'ils chercheraient plutôt à avoir plus belle la vie. Et donc, il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte. Et malheureusement, je vois que la place des mathématiques dans mon cours, et même quand on regarde les programmes de sciences physiques, elle est de moins en moins grande. Et ça, voilà, je commence à avoir une sorte de dichotomie entre ce que j'entends quand vous me parlez et ma réalité au quotidien. Bon, je vous envoie pas des élèves à Centrale, mais j'aimerais bien. Mais voilà, alors c'est plus une réflexion. Je suppose que vous n'allez pas m'apporter de solution miracle, à moins que vous veniez au collège tous les jours avec moi. C'est une proposition, pas indécente, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc c'était juste pour vous faire partager un petit peu un fait réel. Quand vous dites que vos étudiants envoient des mails pendant enfin peut-être pas beaucoup, mais dans les amphithéâtres, nos élèves, dès qu'on leur parle de mathématiques, on a un peu l'impression voilà, qu'on va leur annoncer une catastrophe imminente. Bon, alors moi je dirais pas que je vous adore, mais au moins je vous admire, parce que j'admire tous les profs qui justement sont mis en concurrence pour ce qui est de la transmission d'un savoir avec d'autres formes beaucoup plus ludiques et beaucoup plus agréables de transmission, de connaissances ou de récits. Enfin, la concurrence n'a jamais été aussi forte. Il faut s'imposer par rapport à d'autres formes de discours beaucoup plus séduisantes. Bon. Maintenant, sur les mathématiques, ce que vous observez, je l'observe à Centrale. C'est-à-dire leur aisance en mathématiques n'est pas la même, et c'est simplement parce que les programmes sont raccourcis, les horaires sont moindres, et donc ils savent moins de choses. Mais je pense qu'une erreur, c'est peut-être de laisser penser qu'il y a un lien direct entre les mesures que vous faites et les équations. Je pense qu'on n'a toujours pas compris le lien entre les mesures et les équations. Parce que c'est miraculeux. Wigner, il disait la déraisonnable efficacité des mathématiques en physique. D'où vient que le fait d'écrire des équations sur un tableau permettent d'aboutir à des résultats qui, lorsqu'on fait une mesure, sont ceux qu'on a calculés. Déjà, quand vous êtes en physique classique, c'est mystérieux, alors qu'en physique classique, il y a une bijection entre les grandeurs que vous mesurez et le formalisme. Par contre, en mécanique quantique, vous faites des calculs dans des espaces de Hilbert à un nombre infini de dimensions. Après des longs calculs, vous arrivez sur une valeur réelle, vous faites une mesure, c'est la même. D'accord ? Vous vous êtes émancipé de l'espace physique à 3 dimensions dans lequel vous faites les expériences. Vous êtes parti dans un espace de Hilbert, et dans cet espace de représentation, vous obtenez les bons résultats. Vous savez que c'est ce miracle-là qui a créé tous les problèmes d'interprétation de la mécanique quantique. Donc moi, je pense qu'il faut constamment interroger l'efficacité des mathématiques et faire qu'ils soient conduits à s'étonner du fait que les équations
rendre compte de ce qu'ils sont mesurés. Parce que la vérité, c'est qu'on ne comprend pas comment ça marche. Où sont les lois physiques? Est-ce qu'elles sont dans l'univers empirique? Est-ce qu'elles sont ailleurs, etc. Par exemple, posez-vous la question suivante. Imaginez que l'univers a une origine. L'univers a été précédé par rien. Il n'y avait rien, puis tout d'un coup, il y a eu quelque chose. Si ce scénario est exact, ce qui n'est pas prouvé, ça veut dire que les électrons sont apparus un jour. Disons, les deux premiers sont apparus un jour. Il n'y avait pas d'électrons, puis tout d'un coup, il y a 2 électrons. Qu'est-ce que font les 2 électrons? Ils se repoussent par la force de Coulomb. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis allé à l'école, on m'a appris la force de Coulomb. Mais comment les électrons, eux, le savent? Comment ils savent qu'ils doivent se repousser? Alors, vous rigolez, mais personne ne connaît la réponse à cette question. Vous pouvez imaginer que la loi est encodée dans l'univers. Vous pouvez imaginer qu'elle est encodée en eux-mêmes. Vous pouvez imaginer qu'ils la lisent sur un tableau noir et obéissent. Vous pouvez imaginer que quelqu'un leur donne des ordres. Ou vous pouvez imaginer que dans une ébauche de démocratie participative, ils négocient avec l'univers. On a des charges électriques identiques, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qui t'arrange? Alors si on se repousse en 1 sur R3, il n'y aura pas de molécules. Alors peut-être 1 sur R2, c'est mieux. Okay. Donc voilà. Personne ne sait où sont les lois physiques, quel est leur statut, et d'où vient qu'on peut les exprimer mathématiquement. Et moi, je pense que ce lien-là, cette question-là, n'est jamais interrogée. Et que pour les élèves, il est naturel, quand on fait de la physique, d'écrire des équations. Alors qu'en fait, ce n'est pas naturel du tout. Et d'ailleurs, sans Galilée, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu cette idée-là. Galilée a eu l'idée, il ne l'a pas exploitée lui-même. Il n'a écrit qu'une équation dans sa vie. C'est la chute des corps. Mais c'est Newton qui va montrer ça. Tout ça vient que ça marche, quoi. Et une fois qu'on a problématisé cette question sous la forme d'un véritable mystère, même si on a des idées sur comment ça marche, hein, si j'ai 2 minutes, celui qui a le plus réfléchi à ça, c'est Dirac. Parce qu'il avait épousé la sœur de Wigner, et Wigner, il avait écrit cet article « D'où vient la déraisonnable efficacité des mathématiques en physique ?» Et la conclusion de Wigner, c'est « On ne comprendra jamais, c'est un miracle, dit-il, que nous ne méritons pas et que nous ne comprendrons pas dans le futur. Un miracle. » Et Dirac se dit « Mais est-ce que c'est vraiment un miracle ?» Et Dirac, il regarde comment sont les mathématiques qu'on utilise en physique. Et il voit qu'on n'utilise pas toutes les mathématiques. Il voit qu'on utilise des formalismes qui sont riches en invariants. C'est-à-dire des formalismes qui proposent des grandeurs qui ne changent pas quand on fait certaines transformations. Par exemple, on utilise beaucoup la théorie des groupes, ou bien la fonction de la variable complexe, etc. Et vous savez qu'il y a beaucoup plus d'invariants dans la théorie de la variable complexe que dans la théorie des fonctions réelles à 2 composantes, qu'on trouve d'ailleurs assez peu en physique. Donc avec les complexes, il y a un truc. Bon. Il remarque tout ça, et il dit que finalement, les mathématiques permettent en physique d'accéder à des objets physiques que nous ne voyons pas. Et les mathématiques prolongent dans l'invisible ce que la vision fait dans le visible. Or, qu'est-ce que fait la vision dans le visible? Elle utilise des logiciels d'invariance. Par exemple, je vois un verre, et je dis c'est un verre. En fait, j'en vois un point de vue particulier, à partir duquel je généralise en disant c'est un verre. Mais normalement, je devrais faire le tour du verre. Et vérifier que sous tous les angles, c'est un verre. Ça veut dire que ma vision utilise un logiciel d'invariance qui, à partir d'un point de vue particulier, conclut sur son identité. Et donc, Dirac, il va chercher des équations qui sont riches en invariants, en se disant, si elles sont riches en invariants, je vais pouvoir saisir des nouveaux éléments de réalité. C'est comme ça qu'il a prédit l'antimatière, ce qui n'est pas rien. Et vous savez, Dirac était autiste, hein, il ne parlait pas, quasiment pas, il ne répondait que par oui ou par non aux questions, parce qu'il ne voulait dire que des choses vraies. Quand on ne veut dire que des choses vraies, on ne dit pas grand-chose. Donc il était mutique. Du coup, les gens hésitaient à l'aborder. Et Paoli raconte que, alors qu'il voyageait avec Dirac en 28, je crois, en Angleterre, entre Londres et une autre ville, Paoli était en face de lui, il ne savait pas comment l'aborder. Et il saisit l'occasion du passage du train dans une prairie
où des moutons étaient en train de paître pour lui adresser la parole. Et il dit à Dirac, regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Donc Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, se rapproche de la fenêtre, regarde les moutons et dit oui, au moins de ce côté-ci. Ah ouais. Vous voyez comment? Ouais. C'est-à-dire, je sais bien qu'il faut en passer par l'observation, que l'observation, c'est quand même la source de la science, même si c'est une source retravaillée. Mais de temps en temps, il faut vraiment critiquer l'observation, l'interroger, plutôt que de dire ce qu'on voit, dire aussi ce qu'on pense de ce qu'on voit. Et c'est là que ça devient intéressant. Si c'est de l'observation pure, de l'enregistrement, de la sténographie, du commentaire, c'est parfaitement infécond et ça fait croire toutes sortes de choses fausses. Donc l'observation, au lieu de la considérer comme une donnée, la considérer comme un problème et montrer que la résolution de ce problème s'obtient par les mathématiques, ça fait faire un chemin intellectuel absolument passionnant et qu'il ne faut pas passer sous le tapis. Alors moi, je vais vous rassurer, Monsieur Klein, parce que vous aviez l'air d'avoir peur de ne pas être compris quand vous faites des conférences. Alors vous avez fait une conférence ce matin à quelqu'un qui suit aujourd'hui son premier cours de sciences physiques de sa vie. Voilà, parce que j'ai eu un parcours normal, d'une collégienne normale, mais qui n'a pas eu de cours de sciences physiques, ni au collège, ni au lycée. Mais qui a passé par contre un grand moment de ses études à travailler sur la problématique du temps, puisque moi, je suis une formation de musicienne. Et on se rejoint un petit peu, puisqu'effectivement, l'acoustique est quand même une problématique qui, je crois, doit vous être familière. Donc moi, j'essaie de veiller à 500 petits collégiens dans le collège dans lequel je travaille, et j'observe beaucoup ce que vous redoutez quand vous voyez vos étudiants, c'est-à-dire des enfants inattentifs, des enfants qui ont du mal à exprimer effectivement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils constatent, qui sont complètement démotivés par tout ce qui est culture scientifique, on va dire aujourd'hui. Quand on cherche les mauvaises moyennes de nos élèves de fin de collège, on regarde la science physique et les mathématiques, malheureusement. Et on essaye de trouver des solutions qui passent par, effectivement, peut-être un peu moins de cours, on va dire, professoral, au sens où, justement, ce que vous décrivez, si on a un professeur aujourd'hui qui écrit à la craie quelque chose, il a beaucoup de mal à garder l'attention de ses élèves. Pardon ? Non, mais j'ai bien compris que la craie, c'est le médiateur, mais on a aussi, nous, un défi qui est d'adapter nos élèves à leur environnement et en même temps de leur transmettre cette culture académique livresque à laquelle vous faisiez allusion. Nous avons eu récemment, grâce d'ailleurs à Madame Petitjean qui est ici, une conférence magnifique de Monsieur Tisseron qui nous expliquait que ces deux cultures, ces cultures du numérique, ces cultures peut-être du transparent initial auquel vous faisiez allusion, et puis la culture livresque académique, elles ne doivent pas s'affronter, elles doivent cohabiter. Et elles doivent apprendre, on doit apprendre aux élèves à ne pas dire c'est votre culture, vous êtes les enfants du numérique, les autres c'est des ringards, mais dire vous ne pourrez pas utiliser l'un sans l'autre et vous ne pourrez pas maîtriser l'un sans l'autre. Et aujourd'hui, faire à mon avis l'impasse sur ça, c'est très complexe. Et pour les enseignants qui ont ce défi, d'être tout le temps entre ces deux héritages et ces deux parcours, s'il suffisait effectivement bon, bien sûr, vous pouvez... sur les étudiants que vous avez et vous voyez même sur des gens totalement néophytes comme moi, j'ai pas eu un seul moment l'impression de perdre le fil de votre pensée. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et malheureusement, on n'est pas tous à votre niveau de connaissance et de maîtrise aussi de l'acte d'enseigner. Et les enseignants eux-mêmes ne sont pas toujours maîtres de ce qu'ils doivent enseigner. Donc, moi, je voudrais savoir si vous pensez quand même aujourd'hui qu'on peut réconcilier des pratiques, des supports d'enseignement qui soient propices à l'interdisciplinarité, qui soient propices à un enseignement
qui entraîne les enfants vers du collaboratif, quand on les met ensemble à travailler sur un projet, un défi commun. Il y a des choses qui ne sont pas perdues. Il y a des moments où on a l'impression, comme disait le collègue, d'y arriver. On voit la lumière dans leurs yeux. Mais pourquoi cette lumière s'éteint ? Voilà, pourquoi au moment des évaluations dont parlait aussi ce parent, on n'en a pas la traduction, et pourquoi il y a cette désaffection à ce moment-là, parce qu'on n'a pas de réponse non plus. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Je crois que nous vivons une mutation anthropologique. C'est-à-dire l'apparition des nouveaux outils que vous avez cités, c'est l'équivalent de l'apparition du livre. C'est autre chose. Et ma crainte, c'est que ça rende le livre caduc. Et d'ailleurs, il a été démontré qu'on ne lit pas sur des tablettes comme on lit un livre en papier. Ce n'est pas le même rapport à la lecture, simplement parce que le support est différent. Et Hegel disait le fond est un moment de la forme. Le fond est un moment de la forme. C'est-à-dire la forme détermine le fond d'une certaine façon. Et le rapport que nous avons avec les objets numériques n'est pas le même que celui que nous avons avec le tableau noir ou avec les livres classiques. Et je crois comme vous qu'on peut imaginer une cohabitation fructueuse et féconde, même si je ne suis pas complètement optimiste, parce que la prolifération de l'électronique crée l'impression que le savoir est dispersé, qu'il est multiforme, qu'il n'a pas de frontières bien définies, qu'il est constamment en mouvement, qu'il n'est pas fixé et qu'il est inaccessible. Et je pense qu'on pourrait rétablir une forme de cohabitation féconde si on trouvait le moyen que la science et tous les savoirs constitués, disons, ne soient plus les victimes d'une sorte de crise de la patience généralisée. Parce que le problème, ce n'est pas les médias, etc., c'est le fait qu'on assiste à une véritable crise de la patience. C'est-à-dire qu'on me demande, moi, d'expliquer le boson de Higgs en 30 secondes. Ce qui n'a aucun sens. Et on va me demander 1000 fois de le raconter en 30 secondes. Et 1000 fois en 30 secondes, on ne comprend toujours pas ce que c'est. Par contre, une fois en 1 heure, on comprend. Mais on n'a jamais 1 heure. D'accord ? Donc le savoir, c'est quelque chose qui échappe tout à fait à la non-linéarité. 1000 fois 1, c'est pas la même chose que 1000. Et du coup, il faut retrouver des espaces où on puisse être concentré. Et c'est ça qui est en crise, c'est la concentration. Le fait d'être capable de se coltiner un problème, d'écouter quelqu'un, d'écouter une argumentation. Quand quelqu'un parle lentement, ça nous rend impatients. On est déjà impatients. Il y a des journalistes qui disent que si la personne qu'ils interrogent ne répond pas à la question après 1 seconde, après la fin de la question, ils commencent à trouver que c'est un mauvais client. Du coup, ils invitent Bernard Tapie. Voilà, je pense qu'il faut vraiment retrouver ça, c'est-à-dire la science est, je crois, la première victime d'une crise de la patience, parce que nous avons perdu la linéarité. Et d'ailleurs, les manuels scolaires, excusez-moi, mais mon fils j'ai un fils au collège, mais ça part dans tous les sens. On ne s'attarde jamais. On ne problématise jamais. C'est quoi qu'il y a à comprendre ? Pourquoi on fait un cours sur le courant électrique ? C'est quoi un courant électrique ? Pourquoi ? D'où ça vient ? Est-ce qu'il y en a dans la nature ? Est-ce qu'il y a des courants électriques dans la nature ? Voilà une bonne question. Est-ce qu'il y a des courants électriques dans la nature ? Dans le livre de mon fils, l'ampèremètre est un objet cosmologique. L'ampèremètre, 3 mois sur l'ampèremètre. L'ampèremètre, c'est... La physique, c'est l'ampèremètre. Alors, il y a l'ampèremètre, puis autour, il y a des trucs, mais en fait, l'ampèremètre, c'est l'objet essentiel. Et donc, voilà, du coup, il n'y a pas de crise de la patience avec l'ampèremètre, mais peut-être qu'il pourrait passer à autre chose. Mais sinon, si vous voulez, c'est pas dans tous les sens. Moi, je préférais, si vous voulez, un cours, si vous voulez, un seul cours de physique, un cours de, je sais pas, 20 heures sur la chute des corps. 20 heures sur la chute des corps. À n'importe quel niveau, disons collège, lycée, ils font rien d'autre que la chute des corps, mais ils la font. Après, ils sont scotchés à vie. La chute des corps, c'est le truc le plus fascinant
de toute l'histoire de la physique. Parce que vous arrivez jusqu'à l'ascenseur d'Einstein, vous arrivez au principe d'équivalence, vous arrivez à la relativité générale, la courbure de l'espace-temps en partant d'une bombe qui tombe. C'est un truc de dingue. Et c'est fait à la va-vite. Et quand c'est fait à la va-vite, c'est pas intéressant. En plus, je pense que quand c'est fait à la va-vite, on connaît les phrases, mais on ne sait pas ce qu'elles impliquent. Je vous donne un exemple. Mes élèves, ils connaissent vraiment par cœur les lois de Newton de la gravitation. Alors là, ils ont fait des exos, c'est présent à tous les concours, vous leur filez un problème, tac, c'est parti, c'est pavlovien. Bon. Après, vous leur posez la question suivante. Faisons une expérience de pensée. Il y a le Soleil, il y a la Terre tourne autour du Soleil du fait de la force de gravitation, on est d'accord? Alors là, oui, c'est une ellipse, tac, tac, l'excentricité, machin. Ils ont tout dans la tête. Maintenant, je leur dis, imaginez qu'on remplace la Terre par une théière, qui a donc une masse beaucoup plus petite. Quelle est la trajectoire de la théière? Il y en a la moitié qui disent qu'elle va partir à l'infini, l'autre moitié qui disent qu'elle va tomber sur le Soleil. Les autres sont sans opinion. D'accord ? Et alors quand vous leur dites, mais la trajectoire de la théière sera exactement la même que celle de la Terre, parce que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de la masse, ils sont scotchés. Les types, ils tombent par terre. Alors que ça se voit dans les équations, vous écrivez la force, m fois l'accélération, égale m disparaît, l'accélération est indépendante de la masse. C'est d'ailleurs ça qui a donné à Einstein l'idée qu'on pouvait géométriser la gravitation. Autrement dit, ils connaissent les équations, mais ils n'ont pas compris ça, qui est le message essentiel. La trajectoire d'un corps. Après, vous leur dites, mais vous avez déjà vu des astronautes sortir de la navette, là? Vous avez remarqué qu'en général, ils restent assez près de la navette. Autrement dit, les types, ils ont tout. Ils ont les équations, ils ont la navette spatiale, ils ont vu que les astronautes ne tombent pas sur le Soleil ou sur la Terre et ne partent pas à l'infini en général. D'accord ? Ils ont tout, mais ils n'ont pas le message principal. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la façon dont leur parler de la gravitation qui permet qu'à 22 ans, ils continuent d'avoir une lecture aristotélicienne de la gravitation. D'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'on pense la gravitation comme Aristote ? C'est-à-dire, on pense que la trajectoire d'un corps dépend de sa masse dans un champ de gravitation. C'est incroyable. Donc voilà une sorte d'expérience que je fais, que j'ai faite cette année, là, et je vous la livre. Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de cette donnée expérimentale ? Parce que si vous faites de la mécanique céleste, y compris si vous faites des trajectoires de satellites, au CNES ou ailleurs, il est fondamental d'avoir compris que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de la masse. C'est la base de tout. Les calculs, ça vient après, mais la base de tout, c'est ça. Voilà le sens commun. On remet du sens commun là où les équations ont déjà parlé, simplement on n'a pas entendu leur message, donc on fait parler le sens commun. C'est comme cet étudiant là qui me disait, monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Parce que, alors, j'avais fait le calcul de la dilatation des durées en relativité, et il me disait, mais cette dilatation, je ne la sens pas. Voilà. Donc, si le ressenti devient le critère d'évaluation de la vérité, évidemment. Non, parce que. Donc, pour finir. Oui. J'ai un train, de toute façon. Mais il y a. Pour conclure, la science est victime de deux choses. La crise de la patience dont j'ai parlé. Deuxième chose, le narcissisme. Le narcissisme, l'idée qu'on peut penser par soi-même. Que le ressenti d'un individu, sa subjectivité, est un critère d'évaluation suffisant. Moi, je leur fais un petit cours de philo des sciences et je leur demande, pour vous, la philo, c'est quoi ? Une réponse unanime. La philosophie consiste à penser par soi-même. Non, la philosophie consiste à penser par les autres, par ceux qui ont déjà pensé.
Non, ils pensent qu'ils peuvent engendrer la vérité à partir de leur propre entendement. Et ça conduit à avoir un regard critique sur la science qui n'est pas un vrai regard critique, qui est simplement le refus de l'entendre et de mettre à la place ce qu'on croit vrai, qui est parfois plus agréable. Si le changement climatique a été à ce point l'objet de controverse, c'est parce que Claude Allègre disait exactement ce qu'on avait envie d'entendre. D'accord. On savait que c'était faux, mais comme il disait quelque chose qu'on avait envie d'entendre, on se disait que peut-être il avait un peu raison. Tac. Alors que sur le boson de Higgs, on s'en fiche qu'il existe ou pas. Et du coup, il n'y a pas de géologue qui a écrit des livres du genre « Ma vérité sur le boson de Higgs ». On n'a pas vu ça. Merci encore à Étienne Klein. Bon, vous allez nous ramener d'autres choses de TGV Magazine la prochaine fois, si je comprends bien.